Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, les fonctionnaires de l'État vont désormais pouvoir souffler et pour cause, une récente étude vient de fixer un nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti qui tiendra compte de la ville dans laquelle travaille le fonctionnaire. Changement de visage à la tête de la SRDI, un changement qui serait survenu après les nombreux manquements des anciens dirigeants de cette société rizicole de développement de Limbo. Les aides au Burundi rapatriés de force de la Tanzanie sont largement insuffisantes, raison pour laquelle bon nombre de ces rapatriés ont été chassés du site de Nyabitali qui les abritait, puis sommés de retourner attendre cette assistance chez eux. C'est du moins ce qu'a affirmé le chargé du rapatriement des réfugiés au sein du ministère burundais de l'Intérieur. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous mesdames et messieurs, tout de suite le développement de ces titres. Bonsoir. Politique pour commencer, restructurer la Commission nationale chargée des élections de manière consensuelle et réviser certaines dispositions du code électoral sont les quelques recommandations émises par 5 partis politiques de l'opposition à l'endroit du président de la République du Burundi pour une bonne organisation des élections crédibles de 2027, recommandations qui figurent dans une correspondance adressée au président Evariste Ndayishimiye ce 13 mai 2026. Les détails avec Nadège Ilakosi. À travers cette correspondance du 13 mai 2026, dont la radio RPA a pu obtenir la copie, les 5 partis politiques de l'opposition, à savoir le CDP, CNL, Codebu, UPRONA et Sawanya-Frodebu, ont écrit au président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, dans le but de lui transmettre les recommandations détaillées et concertées entre eux pour bien organiser les élections paisibles et crédibles de 2027. À cet effet, ces partis politiques ont premièrement exposé les différents manquements et irrégularités observées lors des élections des députés et des conseillers communaux de 2025 et ils ont alors recommandé la mise en place d'une commission d'évaluation profonde du processus des élections de 2025 et par la suite d'organiser une séance de validation du rapport issu de cette commission. D'autres avis exprimés par ces partis politiques, c'est la restructuration consensuelle de la Commission électorale nationale, CENI, à tous les niveaux, la révision de certaines dispositions du code électoral, surtout en rapport avec l'observation des élections, et aussi garantir une nomination équilibrée et consensuelle des juges de la Cour constitutionnelle afin que les recours issus des élections soient traités avec impartialité. Ces partis politiques de l'opposition demandent également, via cette correspondance, que les lois régissant le Conseil national de la communication, CNC, soient réaménagées pour permettre aux médias de publier en direct le déroulement des élections et du comptage des bulletins de vote, que les électeurs puissent avoir des cartes nationales d'identité biométriques et qu'une feuille de route du processus électoral soit élaborée. Ces partis politiques recommandent aussi que la sécurité des militants des partis politiques soit garantie pendant le processus électoral en luttant contre les intimidations, les discours de haine, l'injustice, la stigmatisation et les violences politiques. Nadège Ilakoudzi, après donc avoir sollicité une audience auprès du chef de l'État, les responsables des partis politiques ont finalement été reçus ce vendredi 15 mai. Cette rencontre a également vu la participation des représentants des organisations de la société civile ainsi que d'autres parties prenantes au processus électoral. Dans son allocution introductive, le chef de l'État a critiqué certains acteurs politiques qui attendent la publication des résultats des élections pour dénoncer les irrégularités ayant entaché le scrutin au lieu de les signaler en amont. Suivez. Birangora gutahura
Très souvent, j'éprouve des difficultés à comprendre l'attitude de certains observateurs ou analystes des électoraux qui ne s'expriment qu'après la publication des résultats des élections à l'échelle nationale, alors qu'ils gardent le silence durant le déroulement du scrutin et ne prennent pas la peine de signaler de manière précise les irrégularités qu'ils auraient constatées. Pour ma part, j'estime qu'il serait plus constructif et qu'ils identifient clairement les insuffisances relevées en précisant les lieux ainsi que les circonstances dans lesquelles elles se seraient produites. C'est d'ailleurs dans cette perspective que, dans le cadre de cette rencontre, je souhaite que nous nous accordions la conduite à tenir avant, pendant et après les élections, d'autant plus que les dispositions légales en la matière sont suffisamment claires et qu'elles doivent être scrupuleusement respectées par tous. Toutefois, avant d'aller plus loin, il convient de rappeler les principes fondamentaux qui régissent les gouvernances d'un État. Dans toute nation démocratique, le peuple constitue la source première du pouvoir. Nous-mêmes, qu'il s'agisse des responsables des institutions publiques ou des dirigeants d'organisations diverses, devons d'abord avoir pleinement conscience que nous sommes avant tout des citoyens égaux devant la loi. Malheureusement, certains en viennent parfois à se considérer au-dessus des autres, cherchant ainsi à imposer leur volonté au reste de la population. Je vous le disais en titre, le salaire minimum interprofessionnel garanti pourrait être fixé à 9 000 francs burundais par jour dans les deux principales villes du pays, à savoir Bujumbura et Gitega. Il serait de 8 000 dans les grandes villes comme Ngozi et Rumonge, de 7 000 dans les petites villes et centres en pleine croissance, tandis qu'en milieu rural, il pourrait atteindre 6 000 francs burundais par jour. Ces recommandations sont contenues dans le rapport présenté lors de la réunion tenue le 13 mai 2026, laquelle a réuni les acteurs concernés par les questions de l'emploi ainsi que plusieurs spécialistes dans le cadre du processus visant à instaurer un salaire minimum tenant compte des conditions de vie actuelles des fonctionnaires burundais. Selon Arcade Mimobona, cette étude ainsi que le projet d'ordonnance ministérielle seront transmis au Conseil national du travail. Cette instance, composée notamment du ministre en charge du travail, des représentants des travailleurs et des employeurs, analysera le contenu de l'étude et du projet afin de les adapter aux réalités socio-économiques actuelles. Suivez. Ce sont des propositions contenues dans une étude, laquelle étude va être proposée, soumise pour analyse et validation au Comité national du travail, qui est un comité présidé par le ministre en charge du travail, de la fonction publique et de la sécurité sociale. Il est avec les représentants des travailleurs, mais aussi les représentants des employeurs, et ils vont analyser et voir donc ce qu'ils peuvent retenir par rapport à cette étude et aussi par rapport à l'actualisation du SMIC. Et aussi avec le projet d'ordonnance qu'ils auront donc validé, ce projet d'ordonnance sera soumis au Conseil des ministres pour analyse et adoption. Pour rappel, le dernier salaire minimum de référence applicable aux travailleurs de l'État remontait à l'année 1988. À cette époque, il était fixé à 160 francs burundais par jour en milieu urbain contre 105 francs burundais en milieu rural. Une courte pause et nous parlons gouvernance. L'État du Burundi devrait faire toute la lumière sur les montants qu'il affirme payer depuis plusieurs années pour l'avion présidentiel immobilisé à Madrid, car un écart important est constaté entre les sommes annoncées par le gouvernement et les frais facturés par l'aéroport où l'appareil est stationné. Ines Gakiza pour plus de détails. Dans le budget que l'État du Burundi prévoit chaque année figure une ligne consacrée à l'entretien et à la réparation de l'avion présidentiel. Ces montants ont évolué au fil des années. Entre 2018 et 2022, le gouvernement déclarait dépenser plus de 650 millions de francs burundais par an pour cet appareil. Depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, ces dépenses sont revues à la baisse à un peu plus de 300 millions de francs burundais par an. Si l'on convertit ces montants en euros,
En se basant sur le taux de change actuel de la Banque centrale, cela représente un peu plus de 96 000 euros par an pour les 4 dernières années. Interrogées à plusieurs reprises sur ces dépenses, différentes autorités burundaises expliquent qu'elles couvrent notamment les frais de parking de l'avion ainsi que son entretien. Des investigations menées par la RPA à l'aéroport de Cuatro Vientos en Espagne où se trouve l'appareil confirment que le parking est effectivement payé. L'avion n'a aucune dette de parking pendant presque 10 ans qu'il est immobilisé dans cet aéroport. Les tarifs de stationnement varient selon le poids de l'avion et l'existence ou non d'un contrat avec les gestionnaires de l'aéroport. Pour un appareil de type Gulfstream G4, le coût est de 12 000 euros par an avec contrat et de 18 000 euros sans contrat. Considérant que c'est le Burundi qui s'acquitte de ses frais de parking, sur les 96 000 euros que l'État affirme payer chaque année, il resterait au moins 78 000 euros par an après paiement du parking. Reprenant les explications officielles, ce montant serait destiné à l'entretien de l'avion. Cependant, des sources sur place indiquent que l'appareil semble à l'abandon. Il n'est ni entretenu de manière visible, ni déplacé depuis des années. Une question se pose alors, à quoi servent réellement ces 78 000 euros dépensés chaque année ces 4 dernières années? Avant cette période, les montants étaient encore plus élevés, notamment en raison des prévisions budgétaires plus importantes, d'un taux de change plus favorable à la Banque centrale et de coûts de parking plus fiables qu'aujourd'hui. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur les réponses du président Ndayishimiye à ce sujet, une question qui lui a été également directement posée par la radio publique africaine. Inès Gakiza, gouvernance toujours, le directeur général de la société Rizicole de développement de Limbo SRDI en sigle, a été destitué de ses fonctions par un décret présidentiel de ce 13 mai 2026. Ce changement des organes de la SRDI serait lié à la mauvaise gestion de cette entreprise, y compris la non-exécution de multiples promesses données à la population concernant la réhabilitation du barrage de Manda, tombé en panne depuis un certain temps. Ce barrage servait d'irrigation des champs de riz. Emmanuel Nyungeko nous parle de la situation. Félix Habonimana, qui était responsable de la société Rizicole de développement de Limbo SRDI en sigle, a été démis de ses fonctions par décret présidentiel numéro 100/065 de ce 13 mai 2026. Il a été remplacé par Dieudonné Nahimana. Ce changement des organes de la SRD Limbo serait lié à la mauvaise gestion de cette entreprise, y compris la non-exécution de multiples promesses données à la population concernant la réhabilitation du barrage d'Omhanda. Tombé en panne depuis un certain temps, ce barrage servait d'irrigation des champs de riz. Les riziculteurs de la zone de Lukaramu, en commune Ntahangwa, regroupés dans les coopératives de Kinyinya et Kigwati qui se sont confiés à la RPA, ont fait savoir que la destruction de ce barrage fait que l'eau qui devrait alimenter leurs plantations se déverse pour le moment dans la rivière Rusizi, ce qui, selon ces citoyens, pourrait entraîner d'énormes pertes, surtout au niveau de la production. Selon ce décret présidentiel, dont la RPA s'est procuré une copie, a été également nommé Yolande Shimirimana comme directeur administratif et financier de la SRD Imbo. Jérôme Niyibasumba a été nommé au poste du directeur commercial, le directeur des aménagements, ingénieur Melkisedek Nizigimana, et enfin le directeur d'encadrement, ingénieur Grégoire Nunzenimana. Les riziculteurs demandent aux organes entrants de s'activer pour la réhabilitation de ce barrage qui a été inauguré en 1994. Emmanuel Nyungeko. Et puis un délai de 2 semaines supplémentaires a été accordé aux habitants de différentes provinces du pays possédant des parcelles situées le long des grandes routes afin qu'ils achèvent les travaux de pavage devant leur propriété. Cette annonce a été faite ce jeudi par le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Léonidas Ndalozaniye, lors d'une descente effectuée avec d'autres autorités dans certaines communes de la province de Bujumbura pour évaluer l'état d'avancement de ces travaux. Malgré cette prolongation de 2 semaines, les habitants qui se sont entretenus avec la RPA estiment que le délai reste insuffisant eu égard de leurs moyens financiers et de l'ampleur des travaux exigés. C'est un reportage signé Éloge Divin Rémiche.
Le délai supplémentaire de 2 semaines accordé aux propriétaires de maisons pour achever les travaux de pavage devant leurs parcelles situées le long des grandes routes reste largement insuffisant pour certains habitants de la ville d'Ongodzi en province de Butanyerera. Ces propriétaires expliquent que les matériaux de construction ont fortement augmenté de prix alors que le temps accordé pour se conformer à cette mesure demeure très court. Dans la ville d'Ongodzi, de la localité de Muremera jusqu'à Urengo, il est visible que plusieurs propriétaires ont commencé en urgence les travaux de pavage devant leurs parcelles. Certains d'entre eux ont confié à la RPA qu'ils ont commencé tardivement les travaux parce qu'ils ont dû d'abord chercher des prêts auprès des associations ou des banques. D'autres citoyens, notamment des retraités, font savoir que les maisons qu'ils ont construites constituent leur unique source de revenus et qu'il leur est difficile d'en tirer les moyens nécessaires pour financer ces travaux. D'autres habitants estiment également que ce délai reste insuffisant, surtout pour ceux qui possèdent de grandes parcelles. Ils affirment qu'il est difficile de réunir en peu de temps les moyens nécessaires pour effectuer tous les travaux exigés. Tous ces citoyens s'accordent à dire que la principale cause du ralentissement des travaux est la flambée des prix des matériaux de construction. Un sac de ciment coûte actuellement 60 000 francs burundais, tandis qu'un camion de sable ou de pierre atteint 300 000 francs burundais. À cela s'ajoute le salaire du maçon qui varie autour de 25 000 francs burundais par jour. Autre constat fait par la RPA dans la ville d'Ongodzi, c'est que devant certains bâtiments des services publics, les travaux n'ont pas encore commencé. Il en est de même pour certaines parcelles non encore construites, où rien ne montre que les travaux vont bientôt démarrer. Parmi les habitants qui se sont entretenus avec la RPA, certains critiquent également la manière dont cette mesure est appliquée. Ils dénoncent le fait que certaines personnes réalisent les travaux de manière désordonnée sans être inquiétées par les autorités. Cette situation ne concerne pas uniquement la ville d'Ongodzi. Dans les autres centres urbains de la province de Butanyerera, le constat est pratiquement le même. Entre-temps, dans la ville de Kirundo, les autorités avaient déjà commencé depuis la semaine dernière à infliger des amendes variant entre 300 000 et 500 000 francs burundais aux propriétaires qui n'avaient pas terminé l'aménagement devant leur parcelle avant l'expiration du premier délai fixé et avant que celui-ci ne soit prolongé. D'une manière générale, des habitants qui se sont entretenus avec la RPA demandent avec insistance que le nouveau délai accordé par le ministère ayant l'intérieur dans ses attributions soit porté à au moins 2 mois afin de leur permettre de se conformer correctement aux exigences imposées. Cette famille des rapatriés burundais arrivés dans le camp de transit situé dans la zone Yabitale, commune d'Issulu, province Burumuza, vivent dans l'angoisse. Depuis mardi, ils ont été informés que l'argent destiné à les aider à se réinstaller avait déjà été remis, mais ces familles contestent cette information et affirment n'avoir reçu aucune somme d'argent. Balthazar Miburo pour plus de détails. Les personnes que vous attendez sont cette famille de rapatriés burundais installés dans le cas de transit de Nyabitare. Ces rapatriés ont récemment été expulsés de force du camp de Duta par les autorités tanzaniennes. Un de ces rapatriés explique qu'un employé du camp leur a annoncé qu'il devait quitter le camp parce que l'argent destiné à leur réinstallation leur avait déjà été donné. Mais ces réfugiés refusent cette affirmation. Ils disent que les personnes qui reçoivent cet argent sont ensuite autorisées à rentrer chez elles. Vraiment, cette situation est très triste. Les responsables devraient aider les réfugiés qui restent à Nyabitare parce qu'ils n'ont rien à manger. Ils ont commencé à dire qu'ils avaient déjà reçu leur argent alors qu'ils ne reçoivent même pas d'orchis. En réalité, les personnes qui reçoivent cet argent ne restent plus ici. Mais le chef du camp a confirmé qu'ils avaient déjà été payés. Il leur a dit de quitter les lieux. Ils ont beaucoup pleuré et toute personne qui les voyait pouvait aussi pleurer avec eux. Et notre rapatrié affirme que leur situation devient très difficile parce qu'ils sont en train d'être chassés du camp. Il ajoute qu'ils ont demandé aux responsables du camp de leur montrer les documents portant leur signature pour prouver qu'ils avaient reçu cet argent d'aide. Selon lui, il y a un peu d'espoir de recevoir cet argent. Si vous dites que vous nous avez donné l'argent, montrez-nous alors les documents où nous avons signé. Parce qu'une personne qui reçoit de l'argent doit signer devant son nom. Vous dites maintenant que nous sommes déjà rentrés chez nous, alors que nos cartes de réfugiés utilisées pour revenir sont encore ici. Franchement, nous n'avons plus d'espoir de recevoir cet argent. C'est ce qu'on nous a dit mardi.
Cette situation arrive alors que d'autres rapatriés déjà expulsés du camp de transit de Nyabitare ont reçu l'argent restant ce mardi. Et aussi se plaignent parce qu'ils disent avoir reçu une somme inférieure à celle qu'ils étaient prévus. Balthazar Mibourou. Au ministère de l'Intérieur, dans le service chargé du rapatriement des réfugiés, les responsables reconnaissent qu'il existe un problème lié au grand nombre de rapatriés, ce qui fait que tous ne reçoivent pas immédiatement l'assistance prévue pour eux. Le responsable de ce service, Nestor Bimenimana, l'a déclaré après que des Burundais rapatriés de la Tanzanie ont été chassés du site de Nyabitare et sans pour autant avoir reçu aucune aide. Ce responsable rassure toutefois les rapatriés et promet que dès que les fonds seront disponibles, ils leur seront distribués jusque dans leur localité d'origine. Suivez. Ces informations concernant Nyabitare, nous aussi nous en avons entendu parler. Demandez d'où cela vient. Ce que nous appelons convoi, c'est un groupe de rapatriés. Le convoi arrivé le 24 avril est arrivé en soirée. Nous avons accueilli le premier arrivant, puis les véhicules sont repartis en Douta pour chercher d'autres personnes. Comme il y avait de fortes pluies, le deuxième groupe n'a pas pu arriver le même jour. Ils ont donc été amenés le 25 avril et mélangés avec ceux qui arrivaient ce même 25 avril. Cela a rendu difficile la distinction entre ceux du 24 et ceux du 25. Mais nous travaillons pour que la majorité reçoive l'aide prévue. Ceux qui sont restés du convoi du 24 et qui n'avaient pas reçu ce qu'on appelle l'allocation alimentaire distribuée par le PAM sont ceux qui ont eu du mal à patienter. Nous leur avons expliqué que les rapatriés sont nombreux par rapport au budget prévu pour l'année. Nous leur avons dit qu'ils n'étaient pas les seuls concernés. Il y en a d'autres qui arrivent alors que les moyens ne sont pas encore disponibles, puis nous les contactons plus tard ou nous les leur apportons jusque chez eux. Mais les rapatriés du 24 n'ont pas bien compris cette décision. Ensuite, on nous a informé qu'ils étaient rentrés chez eux. Puis nous avons appris par après qu'ils étaient revenus à Nyabitare pour réclamer leur assistance. Les avons de nouveau rassurés en leur disant que nous sommes en discussion avec le PAM concernant vos aides. Cette organisation est en train de chercher les fonds et très bientôt vous les recevrez. Oui, ils ont essayé de s'installer aux alentours du centre, mais nous leur avons expliqué qu'on ne peut pas quitter le camp de Douta pour venir créer un autre camp au Burundi alors que le pays est en paix. Ils ont compris. Aucune police ne les a dispersés. Le centre d'accueil des réfugiés est toujours sécurisé par des policiers. Je pense que certains ont cru qu'ils seraient dispersés, mais cela ne s'est pas produit. Nous détenons cet élément sonore de nos confrères de la radio BBC. Bouclons ce journal par cette actualité sportive en brève, où les équipes Aigle Noir et Lukinzo sont les seules qui représenteront le Burundi aux compétitions africaines interclubs pour l'édition 2026-2027. Aigle Noir, champion du Burundi, jouera la Ligue des champions et Lukinzo participera à la Coupe de la Confédération. Pour y arriver, Lukinzo a battu ce vendredi Aigle Noir en finale de la Coupe du Président avec un score d'un but à 0. Et voilà, point final au journal en français de ce vendredi 15 mai 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Joseph Mozaneza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.